Le méca, nous l'avons un peu survolé au cours des 3 dernières émissions. Rentrons donc dans le vif du sujet avec Gundam, la franchise phare du genre créée par Yoshiyuki Tomino et l'équipe Yatate du studio Sunrise. Un phénomène qui dure depuis bientôt 40 ans et qui semble loin de s'essouffler. Il y a plusieurs dérivés de Gundam qui a donc pour principe de base de parler de mecha. Donc c'est des gros robots qui sont pilotés donc par des personnes à l'intérieur du robot. Et donc c'est une culture très très importante au niveau du Japon et qu'on retrouve un petit peu ailleurs. Par exemple, même récemment, il y a toujours des nouveaux mangas ou voire même des jeux vidéo qui s'inspirent de mecha. Gundam, c'est une licence qui existe depuis très longtemps au Japon. En 1979, la toute première série originale qui n'avait pas forcément rencontré un grand succès à l'époque, mais c'est ensuite sa diffusion au cinéma au début des années 80 qui a lancé cette grande saga de mecha, le fameux robot géant. C'est assez peu connu en France du grand public, mais ensuite au Japon ça a eu un tel succès que tous les 2-3 ans il y a des nouvelles séries qui continuent d'enrichir cet univers de Gundam. Et à l'époque, l'idée de mettre en scène des robots pilotés depuis un cockpit révolutionne ce sous-genre de la science-fiction japonaise. L'autre innovation, c'est de ramener ces robots à l'état de machines, des armes évoluées mais empreintes de réalisme. Autrement dit, la naissance du sous-genre Real Robots. C'est les premiers qui sont allés dire c'est une machine, donc ça peut faire exactement comme une arme, c'est-à-dire que ça peut s'enrayer, donc le mecha, exactement pareil, peut tout simplement se casser. Donc il demande un entretien, une réparation. Le pilote doit donc aussi savoir être en état, c'est-à-dire que s'il est incapable de le piloter, il est forcément incapable de faire quelque chose avec. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et qu'on ne retrouve pas dans les autres mangas. Goldorak, le Goldorak, il arrive et puis voilà, il est clinquant, il est brillant quasiment tout le temps. Et il est magnifique et on n'a pas ça dans Gundam. Dans Gundam, c'est les mechas quand ils sont réparés, quand ils doivent être réparés après les combats parce que ils sont endommagés. Donc le fait que les robots soient en réparation, ça fait que des fois, certaines personnes ne peuvent pas aller sur le champ de bataille et du coup d'autres doivent le remplacer. Des Gundam bien moins fantaisistes que les super robots géants de l'animation comme Astro ou l'Homme de Fer numéro 28, les premières références méca des années 50-60, en pleine reconstruction d'après-guerre et suite au traumatisme lié au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Le Japon mise sur la technologie du haut niveau, un symbole qui suscite l'intérêt du pays tout en développant une vision anti-militariste et pacifique abordée au fil des différentes séries de la licence Gundam. Il faut remettre dans le contexte, c'est que pour eux, les Gundam, c'est genre aussi important que nous quand on dit le mot Star Wars. C'est quelque chose d'énormissime pour eux qui est pas trop répandu. Chez nous, les mechas, on avait Goldorak, on avait les Power Rangers qui avaient leur mecha à chaque fin de boss, mais c'est pas quelque chose qui est très courant chez nous, alors que chez eux, c'est vraiment une culture impressionnante, super importante. C'est vrai qu'en France, les séries dites de mecha, les robots géants, ça n'a pas forcément énormément de succès. Alors ça peut paraître bizarre, hein. On a eu Goldorak, on a eu Robotech qui ont été des très très grands succès dans les années 80. Mais aujourd'hui, ça reste quelque chose de plutôt niche, la série de robots géants. Gundam, forcément, c'est une icône, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour ce public. Donc déjà, le public niche de robots géants, quand on leur dit qu'on va leur proposer des séries de Gundam, qu'en plus on en sous-titre des inédites, dont certaines des années 90 ou des années 2000, effectivement, ils sont très contents. Mais nous, notre volonté dans cette démarche, c'est aussi d'essayer d'intéresser une nouvelle génération à l'univers de Gundam. D'autant qu'autour de la saga Universal Century, écrite par Tomino, les suites et autres productions de l'univers Gundam restent particulièrement indépendantes. Une même histoire globale à qui plusieurs scénaristes et graphistes ont insufflé une diversité rare et inspiré de nouvelles licences où le Gundam est devenu comme un terme générique. On a par exemple une des séries de Gundam sur 5 personnages masculins, parce que c'était des hommes très séduisants, très beaux, il y avait des situations assez ambiguës entre eux, et ça c'était fait pour attirer les jeunes filles, pour qu'elles se mettent sur les systèmes de Gundam, parce que c'était un public qui était à l'époque pas trop visé, donc du coup essayer d'élargir un peu plus le public. Il y a des personnes qui ont essayé de faire des versions différentes, par exemple Code Geass pour une approche plus stratégique, c'est-à-dire que les Gundam sont vraiment mis au rang d'une arme, on n'en parle quasiment pas vraiment en fait, c'est vraiment à la limite un détail de l'histoire. Il y a des séries actuelles comme Gargantua qui parlent donc d'aliens qui combattent des Gundam, et donc on a les deux versions en fait de l'évolution, c'est-à-dire ceux qui sont mis dans le transhumanisme et donc ceux qui continuent à se battre en tant qu'humains mais avec des mechas. Un succès qui tient pour beaucoup aussi des produits dérivés, notamment du Gunpla, des maquettes dont les ventes dominent le marché des figurines depuis le début des années 80. Un peu plus de 600 millions d'euros rapportés par la licence pour le groupe Namco Bandai rien qu'en 2016, un marché à renforcer en France. Gunpla est né il y a 40 ans, donc c'est vrai qu'il
c'est vraiment un culte au Japon. C'est vraiment quelque chose un produit très très courant. Donc là, malheureusement, il y a une pause au niveau de la distribution en France il y a quelques années, mais voilà, il y a un véritable engouement qui est revenu depuis l'année dernière. C'est un produit qui peut intéresser vraiment les perfectionnistes, donc les maquettistes professionnels, mais également nous avons commencé à sortir des gammes plus simples, donc qui ne nécessitent pas d'outils. Et toujours pas de colle bien sûr, et qui permettent vraiment de satisfaire une clientèle beaucoup plus jeune. Une passion qui rassemble de nombreuses communautés d'adeptes qui s'échangent conseils et aident autour de techniques de montage et customisation. Les 1200 modèles de figurines en pièces détachées ont été dépassés au sein des usines de Shizuoka au Japon. Une gamme en perpétuelle évolution qui sert aussi de passerelle vers les nouvelles séries. La spécificité des toutes dernières séries de Gundam, c'est évidemment la technique qui a évolué. Dans les années 70-80, on était sur de l'animation traditionnelle et animer ces robots géants, c'était quelque chose de compliqué. Ça se faisait à la main, à la gouache, sur les celluloïdes. Et l'arrivée de la 3D à partir des années 2000 a permis d'apporter une fluidité, de montrer même dans une production télé des détails, d'être quelque chose de très précis. Et sinon, parmi les nouveaux titres que nous avons rajoutés, il y en a un qui est assez intéressant qui s'appelle Gundam Build Fighter. C'est une série qui est accessible parce que Gundam, souvent, c'est des séries assez sérieuses, militaires, avec des complots. Et Gundam Build Fighter, c'est une série qui se joue autour des maquettes de Gundam. C'est-à-dire que le produit dérivé qui permettait de faire vivre et de produire des séries devient l'élément central d'une série où ce sont des enfants qui jouent à monter le plus rapidement des maquettes de Gundam, à les piloter à travers un système de tournois révolutionnaire et à faire des championnats. Un mélange des deux composants qui ont fait la renommée de la franchise Gundam, un joli clin d'œil aussi à la qualification française au championnat du monde des constructeurs en décembre dernier et une 14e place en open course, plutôt pas mal pour une première participation.